Bonjour à tous, je m'appelle John Chaussard et je suis enseignant à l'Université Paris 13 à l'Institut Galilée et je fais de la recherche aussi en images et en intelligence artificielle au sein du laboratoire LAGA. Dans cette présentation, je vais vous présenter quelques algorithmes très simples avec des applications fortes en images. Donc ces algorithmes mettent en œuvre des concepts mathématiques assez simples que les élèves de lycée ou même parfois de collège auront déjà vus ou sont sur le point de voir. Et les applications sur les images sont en général assez rigolotes puisqu'on peut facilement le mettre en œuvre sur son ordinateur et s'amuser à faire apparaître des choses ou à voir des choses différentes à partir de la simple webcam de son ordinateur. Donc tous ces algorithmes que l'on va voir sont simplement des applications de concepts de base avec tout de même des conséquences assez intéressantes sur les images. Alors quand on explique aux étudiants ces algorithmes, il faut avant tout bien expliquer aux étudiants ce dont est capable un ordinateur, donc les opérations de base que peut faire un ordinateur. Alors, un ordinateur ne sait pas faire beaucoup de choses. Un ordinateur ne sait manipuler que deux types de données, les nombres entiers, il ne connaît pas une infinité de nombres entiers puisqu'il a une mémoire finie, mais il connaît les nombres entiers et il connaît aussi quelques nombres réels, donc il ne comprend pas l'infinité des nombres réels, et il ne connaît que certains nombres réels puisque sa mémoire ne lui permet qu'à d'avoir une certaine précision après la virgule. Voilà, donc il manipule deux types de données. En général, nous manipulerons des nombres entiers quand on gérera des images. Et il ne sait faire que 7 opérations. Ces 7 opérations, alors il y en a un petit peu plus que 7 en fait, mais on peut les regrouper en 7 catégories. Donc les 4 opérations de base, l'addition, la soustraction, la multiplication et division. Il sait comparer deux nombres, savoir si l'un est plus grand, plus petit ou égal à un autre. Et enfin, il sait déplacer des nombres dans sa mémoire et il sait passer. Alors déplacer des nombres dans sa mémoire, ça veut dire déplacer des données d'un endroit de sa mémoire à un autre endroit dans sa mémoire. Et enfin, il sait passer d'une ligne de code à un autre dans un programme si une comparaison est vraie. Donc quand on lui donne un programme, il ne lit pas nécessairement le programme du début à la fin, ligne par ligne. Il peut sauter d'un endroit à un autre dans son programme si un test donné est vrai ou est faux. Voilà tout ce que sait faire un ordinateur. Et ce que l'on va faire, nous, c'est justement essayer de présenter le maximum nos algorithmes en mettant en évidence ces opérations de base. Alors pourtant, un ordinateur sait faire d'autres opérations. Des étudiants pourront vous faire remarquer que sur leur calculatrice, par exemple, il y a la racine, où il y a la puissance, où il y a cosinus, il y a sinus. Effectivement, par exemple, l'ordinateur sait calculer des racines carrées. Mais en fait, pour calculer des racines carrées, il va utiliser des programmes qui se basent sur les 7 opérations précédemment vues pour pouvoir approximer une racine carrée. Donc pour ça, il y a beaucoup de méthodes, l'algorithme de Héron, la méthode de Newton, les fractions continues. Toutes ces méthodes peuvent permettre de calculer une racine carrée avec les opérations de base. Alors là, on peut interpeller les étudiants en leur demandant, à leur avis, combien, par exemple, comme ça ils ressentent un peu mieux l'algorithme, comment ça fonctionne, on peut leur demander, par exemple, que vaut racine de 42 ? Est-ce que des étudiants peuvent donner racine de 42 sans utiliser leur calculatrice, sans utiliser leur téléphone? Donc évidemment, les étudiants risquent de sourire, mais ensuite, si vous demandez est-ce que des étudiants peuvent me donner la partie entière de racine de 42, eh bien, beaucoup vont vous dire 6, et en leur demandant comment ils ont fait, ils vous diront que finalement 6 au carré c'est plus petit que 42, et que 7 au carré c'est plus grand que 42, donc nécessairement la racine de 42 c'est entre 6 et 7. Et bien là-dessus, vous pouvez les faire embrayer et leur demander alors comment trouver le premier chiffre après la virgule si vous avez juste la multiplication sous la main.
Donc là, vous pouvez les faire réfléchir et ils vont certainement trouver que finalement il faut tester 6,1 au carré, 6,2 au carré, 6,3 au carré, jusqu'à dépasser 42. Et dès qu'on a dépassé 42, on revient en arrière et on peut ensuite rajouter un deuxième chiffre après les virgules, etc. etc. Et voilà comment faire concevoir aux étudiants un algorithme pour calculer une valeur comme une racine carrée, mais sans avoir directement sous la main la racine carrée. Donc ce qu'on utilise au final, et c'est ça qui fait de la puissance d'un ordinateur, c'est d'être capable d'utiliser la puissance de calcul, c'est-à-dire les très nombreux calculs qu'un ordinateur peut faire à chaque seconde, pour pouvoir rapidement lui faire trouver des calculs, les résultats de calculs complexes comme des racines carrées. Évidemment, cet algorithme de calcul nombre après nombre, enfin chiffre significatif après chiffre significatif n'est pas du tout efficace. Il y a des méthodes comme Héron, Newton et les fractions continues bien plus efficaces, bien plus rapides, mais en tout cas, c'est une bonne mise en bouche pour les étudiants pour comprendre un petit peu comment on peut, en utilisant des opérations de base déjà connues depuis le primaire, comment on peut faire des opérations plus complexes. Et on va voir dans cette présentation, par exemple, comment calculer une dérivée avec ces opérations de base, sans passer à la limite, voilà, comment approximer en vérité une dérivée. Et c'est une méthode qu'ils pourront, j'espère qu'ils ne le feront pas, mais qu'ils pourraient utiliser sur leur copie de maths plus tard pour trouver l'approximation d'une dérivée si jamais la formule venait à leur échapper. Alors ils ne vont pas calculer la formule de la dérivée exactement, ils pourront calculer la valeur de la dérivée en un point d'une fonction. Donc on verra comment approximer ça. Et donc c'est une approximation qui marche pas trop mal, pas non plus parfaite. Alors pour en revenir à ce que c'est faire un ordinateur, donc il sait calculer des racines carrées, il sait donc calculer des dérivées. Alors il ne sait pas calculer, alors si certains programmes savent calculer des dérivées et des intégrales exactes de certaines formules, en général les ordinateurs de base peuvent calculer des dérivées ou des intégrales mais en des points spécifiques. Et comment ils font? Eh bien, ils vont simplement faire des calculs, des passages à la limite, pour calculer une dérivée. Donc ils vont calculer le fameux f de x0 plus h moins f de x0 sur h, avec un h qui devient de plus en plus petit. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a vu avec les étudiants quelles étaient les opérations de base d'un ordinateur, on peut leur expliquer ce qu'est une image. Alors, pour revenir aux opérations de base, c'est vraiment important qu'ils comprennent que finalement, un programme, c'est quoi? C'est comme un grand Lego, on a des briques de base qui sont les opérations de base, et on assemble ces briques pour faire des algorithmes. Et après, les algorithmes sont assemblés eux-mêmes pour faire des algorithmes encore plus complexes, et on peut rassembler les algorithmes plus complexes pour encore faire des programmes de plus en plus complexes. Alors, les images dans l'ordinateur, en général, les étudiants connaissent bien le terme de pixel, donc ils savent ce qu'est un pixel. Ce sont ces tout petits carrés que l'on voit quand on zoome sur une image. Et au final, en fait, notre cerveau comprend une image parce que lui ne voit pas des carrés indépendamment les uns des autres, il voit des ensembles de couleurs, des formes, des contrastes, etc. Cependant, il faut montrer aux étudiants aussi l'importance. Ce qui est important de leur montrer, c'est comment un ordinateur voit, entre guillemets, une image. L'ordinateur, lui, ne voit pas une image comme des pixels avec des couleurs, il le voit comme un tableau avec des nombres. Donc en fait, chaque pixel contient un ou plusieurs nombres, et ce ou ces nombres représentent la couleur du pixel. Donc quand on fera des algorithmes sur des images, eh bien l'ordinateur, lui, ne manipulera que des grands tableaux de nombres. Il faudra faire des opérations mathématiques sur ces nombres pour pouvoir extraire des informations d'une image. Voilà, donc en général, quand on représente avec chaque pixel avec un seul nombre, ça nous donne une image en niveau de gris. Et donc plus le nombre est grand et plus le pixel est clair. Alors justement, on peut manipuler en général en traitement d'image, il y a deux grands types d'images qu'on manipule. Les images en niveau de gris, on dit souvent en noir et blanc, mais elles ne sont pas en noir et blanc, elles sont dans tout un panel de niveau de gris. Chaque case contient un nombre entier entre 0 et 255.
Donc 0 représente des pixels complètement noirs, 255 des pixels complètement blancs, et toutes les valeurs entre 0 et 255 représentent toutes les nuances de gris. Il n'y a pas besoin de plus de nuances de gris pour représenter une scène qui soit compréhensible pour l'œil humain. Donc c'est pour ça que 256 niveaux de gris suffit. Alors si on fait un zoom sur cette image et qu'on regarde dans la mémoire de l'ordinateur ce qu'il a, quand il a cette image en mémoire, eh bien on voit ce genre de tableau apparaître avec des chiffres. Évidemment, les chiffres ne sont pas communs. L'idée ici, pour bien faire comprendre aux étudiants la problématique du traitement d'image avec des nombres, enfin la représentation sous forme de nombres, c'est de leur montrer une petite image, par exemple 30 par 30 pixels, en noir et blanc, mais au lieu de leur montrer l'image et de leur demander ce que ça représente, un visage humain, une voiture, quelque chose comme ça, on leur montre uniquement le grand tableau de nombres. Et on leur dit que représente cette image. Et ils vont tout de suite comprendre à ce moment-là la difficulté de manipuler des nombres à la place de manipuler des couleurs et des formes. Alors les images couleurs, elles, donc, sont assez similaires aux images en niveau de gris, si ce n'est qu'en fait, chaque pixel contient 3 valeurs. Si l'on veut, une image couleur, c'est la superposition de 3 images en niveau de gris. On pourrait dire que chaque pixel contient 3 valeurs, si l'on veut. Donc, il y a une valeur pour la quantité de rouge à afficher, une valeur pour la quantité de vert et une valeur pour la quantité de bleu. Alors ici, c'est l'occasion d'interpeller les étudiants sur plusieurs choses. Alors d'abord, pourquoi du rouge, du vert et du bleu? Alors ils vont certainement vous dire, oui, mais c'est une base de la lumière, donc c'est la base de la lumière. Donc malheureusement, ils n'ont pas encore fait de mathématiques comme les espaces vectoriels leur permettant de comprendre ce que c'est une base, mais vous pouvez déjà leur expliquer que finalement rouge, vert, bleu c'est une base, mais qu'il existe bien d'autres bases. On pourrait prendre du orange, du violet, et puis une autre couleur orthogonale à ces deux premières couleurs, et on pourrait décrire tout l'espace colorimétrique. Donc la question, pourquoi le rouge, vert, bleu? C'est simplement, alors ça peut être aussi un sujet d'étude, un travail à faire pour les étudiants de préparation aux algorithmes sur les images. Pourquoi le rouge, vert, bleu? Tout simplement parce que ce sont les 3 capteurs couleurs que l'on a dans nos yeux. Donc on a des cellules qui sont sensibles à la longueur d'onde du rouge, des cellules qui sont sensibles à la longueur d'onde du vert, et d'autres qui sont sensibles à la longueur d'onde du bleu. Alors vous pourrez aussi interpeller les étudiants sur pourquoi en peinture, ce n'est pas la même base de couleurs, puisque en peinture ce n'est pas le rouge, c'est le fameux magenta, et finalement quand on compare du magenta avec du véritable rouge, on se rend compte que le magenta tire un peu sur le rose. Ce n'est pas du bleu mais c'est du cyan, c'est-à-dire du bleu très clair, et ce n'est pas du vert mais c'est du jaune. Alors pourquoi ces 3 couleurs en peinture et pas ces 3 couleurs en luminosité? Ou pourquoi en peinture on fait ces 3 couleurs au lieu de faire du bleu, vert, rouge? Tout simplement, là aussi ils peuvent faire un petit sujet de recherche sur la question, tout simplement parce que en peinture c'est ce qu'on appelle une base soustractive, alors qu'en lumière, en optique, c'est une base additive. Alors, pour mieux expliquer, en optique, ce qui se passe, c'est qu'un rayon de lumière est émis par l'écran. Ce rayon de lumière est une combinaison de longueurs d'onde rouge, vert et bleu qui vont s'additionner directement dans l'œil. Alors qu'en peinture, c'est une synthèse soustractive, c'est-à-dire qu'un rayon de lumière, de la lumière ambiante, va d'abord taper sur la table où il y a le papier qui contient l'œuvre d'art. Là, un petit morceau de couleur de cette œuvre d'art va absorber des longueurs d'onde du blanc, et ensuite les longueurs d'onde qui n'ont pas été absorbées sont restituées, rebondissent et vont jusqu'à l'œil. Et donc dans ce cas-là, c'est une synthèse soustractive, et la bonne base pour les yeux, ce n'est plus le bleu, vert, rouge, c'est le magenta, cyan, et le jaune. C'est ce qui permet d'avoir aussi la plus riche gamme de couleurs ensuite pour faire des tableaux, etc. Voilà. Donc ici, effectivement, il faut aussi leur expliquer que finalement, quand on combine différentes couleurs, mais ça ils l'ont déjà fait en art, quand on combine différentes couleurs, on en obtient des nouvelles. Et donc avec le rouge, vert, bleu, on peut obtenir tout le panel de couleurs auquel l'œil humain est sensible. Alors ensuite, à quoi va servir le traitement d'image?
Une application, c'est la conduite automatique. Donc là, un exemple, une voiture Tesla avec le pilote automatique qui est engagé. La personne ne touche ni les pédales ni le volant. Et la voiture utilise ses caméras et ses radars pour comprendre où est la route, comprendre quels sont les panneaux, la situation et ce qu'il faut faire. Il y a aussi donc les robots. Alors, les robots utiliseront, je laisse défier, je vais couper le son peut-être, parce que moi j'ai du son, voilà. Les robots donc ont tout un ensemble de caméras et aussi de radars pour se repérer dans l'espace, pour apprécier les distances, les hauteurs et pouvoir surmonter les obstacles, marcher sans tomber et se diriger dans un espace plus ou moins encombré. Enfin, je vais recouper le son. Enfin, les effets spéciaux aussi, donc le fameux fond vert utilisé souvent au cinéma pour pouvoir ensuite incruster des fonds et faire des effets spéciaux. Donc ici, on utilise les algorithmes de traitement d'image pour justement repérer dans une image où il y a des acteurs sur fond vert, quel est le fond vert, quels sont les acteurs, et pouvoir les segmenter, c'est-à-dire bien les partitionner, les retirer, retirer le fond vert du reste des acteurs et remplacer ensuite avec un ordinateur ce fond par autre chose. Alors on verra un algorithme justement très simple qui permet de faire ça de façon très basique. Alors, une question ici sur laquelle on peut interpeller les élèves. Pourquoi un fond vert alors qu'avant le fond n'était pas vert, ils étaient plutôt bleus? Alors, il y a beaucoup d'explications sur Internet qui sont plus ou moins vraies. Les experts du cinéma expliquent que finalement le fond vert c'est un mélange de ces explications. Donc ces explications sont les suivantes. D'abord un fond vert ou un fond bleu parce que finalement c'est une couleur qui n'apparaît pas naturellement sur la peau humaine. Donc quand on filme un acteur, tant qu'il n'a pas des vêtements bleus ou verts, ça ne va pas faire une couleur qui pourrait se confondre avec le fond. Et c'est très important justement sur les algorithmes qui permettent de supprimer les fonds verts pour incruster des décors derrière. Il ne faut pas que les acteurs portent eux-mêmes la couleur du fond, sinon cette partie va disparaître et être remplacée par le fond truqué. Donc, d'abord parce que ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans la peau. Une autre raison, c'est parce que aussi le vert renvoie bien la lumière des projecteurs. Alors en vérité, c'est pas qu'il renvoie la lumière des projecteurs, et c'est ça à mon avis la bonne explication du fond vert par rapport au fond bleu, c'est qu'en fait les caméras numériques, de par leur architecture, ont plus de pixels sensibles au vert que de pixels sensibles au rouge ou au bleu. Donc au final, la couleur verte ressort beaucoup mieux sur les caméras numériques que les autres couleurs. Elle est beaucoup plus brillante. Et c'est pour ça qu'on va mettre un fond vert, puisque finalement en l'éclairant peu, il va tout de même très bien ressortir, comme on peut le voir sur l'animation. Il va très bien ressortir tout de suite par rapport au reste de la vidéo. Alors, on avait avant le fond bleu, puisque avant les caméras numériques c'était les pellicules argentiques, et là les pellicules argentiques étaient beaucoup plus sensibles à la lumière bleue, qui est en fait la longueur d'onde qui possède le plus d'énergie en termes d'énergie sur le photon. C'est les photons bleus qui possèdent le plus d'énergie, et c'est pour ça qu'ils apparaissaient plus lumineux sur les pellicules argentiques. Et voilà pourquoi finalement, à un moment donné, vers les années 2000-2010, on est passé du fond bleu au fond vert. À savoir que maintenant, les nouvelles technologies, enfin la nouvelle technologie à la mode chez Hollywood, qui a été pleinement utilisée sur une série télé très récente qui s'appelle Le Mandalorian, qui est une série télé de Disney sur l'univers Star Wars, ce n'est plus du tout d'utiliser des fonds verts ou des fonds bleus, c'est d'utiliser des fonds de type écran LCD haute définition, et finalement on filme directement les acteurs sur le décor en lui-même qui peut réagir en temps réel avec l'acteur, et donc il n'y a plus besoin de faire d'effets spéciaux après avoir filmé, puisque le décor est déjà incrusté sur l'acteur, puisque l'acteur
tourne devant un énorme écran haute définition qui projette le décor. Et surtout, pour les acteurs, le travail est beaucoup plus simple parce qu'ils voient eux-mêmes le décor. Alors que comme vous pouvez vous imaginer ici, les acteurs qui jouent sur fond vert doivent tout de même être capables de bien jouer la comédie pour s'extasier devant certaines choses que finalement ils ne voient pas, puisque eux ne voient que des draps verts. Avec ce système d'écran, ils voient directement les choses, ils pointent les yeux au bon endroit, et donc c'est plus simple, le travail d'acteur est simplifié. La première application d'un concept simple en image, eh bien, se fera sur l'analyse de trafic routier. Alors voilà un exemple que vous pouvez reprendre pour vos étudiants. On va voir en TP la même chose, mais avec simplement ici des foules, etc. Alors qu'est-ce que l'on va vouloir faire? Ce qu'on veut faire, c'est contrôler par vidéo l'état du goudron sur le périphérique. Donc en fait, ce dont on dispose, c'est des vidéos, une vidéo, qui montre la circulation de voitures sur le périphérique, et on aimerait en fait obtenir une image où il n'y a plus aucune voiture et on voit uniquement la route, afin de pouvoir simplement voir l'intégralité du goudron et voir si il possède des défauts, s'il y a des ornières à réparer, etc. Alors, en fait, une vidéo, qu'est-ce que c'est? Une vidéo, c'est une séquence d'images 2D, donc c'est une séquence de tableaux qui contiennent des nombres. Chacun des nombres représente donc la valeur d'un pixel, et si l'on regarde les différents tableaux, si on regarde toujours à la même position, on verra la valeur d'un même pixel au cours du temps. Pardon. Alors, on va regarder comment évolue la valeur d'un pixel, que j'ai entouré en rouge, dans une vidéo. Voilà. Donc, à gauche, on voit la vidéo qui défile. À droite, on voit la valeur du pixel. Alors, je remets cette animation. Donc, à gauche, la valeur, à gauche la vidéo, et à droite, la valeur du pixel. Alors, on voit que des fois, le pixel prend des valeurs très basses, et des fois le pixel prend des valeurs très élevées, des fois très basses, très élevées, puis des fois il irait plutôt du côté de 150, 145 comme valeur. Alors si on regarde de nouveau l'animation, on se rend compte que le pixel prend une valeur très basse ou très élevée au moment où une voiture passe. Si la voiture est foncée, le pixel prend une valeur basse, si la voiture est claire, le pixel prend une valeur élevée. Et que au final, ce qui va nous intéresser, ce ne sont pas les valeurs pics que prennent le pixel quand il change de valeur, mais plutôt les valeurs assez constantes que prend le pixel. Donc dans cette zone-là, on a plutôt la valeur goudron du pixel, qui est la valeur qui nous intéresse. Et on aimerait pouvoir extraire la valeur goudron, la valeur fixe, de chaque pixel de l'image, pour pouvoir générer une image où n'apparaissent plus les voitures, mais uniquement la route. Voilà, donc tous les pics représentent le passage d'une voiture, et le goudron est représenté par... le goudron, c'est la valeur la plus commune la plus commune qu'adoptera un pixel au cours du temps. Donc j'ai effectivement aussi oublié d'expliquer sur cette représentation. On voit en abscisse le numéro de l'image dans la vidéo, donc la vidéo possède 100 images, et en ordonnée la valeur d'un pixel précis. Alors, comment extraire cette valeur goudron? Comment dire ce pixel, ce qui nous intéresse, c'est la valeur 145. On peut faire réfléchir les étudiants. En fait, on pourrait leur dire, imaginons que, alors, en général, les étudiants d'expérience trouvent très facilement que les pics représentent le passage d'une voiture et la valeur 150-145 représente le goudron. Par contre, pour leur faire modéliser après l'outil mathématique qui va leur permettre d'extraire cette valeur goudron, ils ont plus de mal. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est leur expliquer, imaginons que ça, ce soit des numéros d'étudiants, donc il y a une classe avec une centaine d'étudiants, et on leur fait passer un examen, et ça, ce sont les notes obtenues à l'examen. Qu'est-ce que représente
ces zones plates, goudron, ces élèves, là par exemple de l'élève 17 à l'élève 41, leur note, qu'est-ce qu'on peut dire? Et ils vont tout de suite trouver le mot, puisque pour eux c'est le terme à chaque fois qu'ils utilisent quand ils parlent de notes, c'est la valeur moyenne. Et c'est ça qui va justement être intéressant ici, c'est de calculer la valeur moyenne de chaque pixel de l'image. Donc là, les étudiants, si on leur change un petit peu le concept, un petit peu le cadre, hein, on sort du pixel et des couleurs, mais on revient sur des problèmes plus terre à terre avec des notes et des élèves dans une classe, tout de suite, ils repèrent que la valeur goudron, entre guillemets, qui nous intéresse, c'est la valeur moyenne de la classe, et qu'ici, on a simplement des étudiants soit très mauvais, soit très bons, par rapport au reste de la classe. Donc finalement, si on calcule la valeur moyenne de toutes ces valeurs-là, on obtiendra ainsi la valeur goudron. Et donc, c'est ce que l'on va faire. On va calculer la moyenne de chaque pixel le long de la séquence vidéo. Et on fait cette opération donc, pour tous les pixels de l'image. Donc imaginons qu'on ait 4 images, avec chacune 4 pixels. Qu'est-ce que l'on fera? Eh bien, on générera une nouvelle image, avec 4 pixels, et cette nouvelle image, donc le pixel en haut à gauche sera égal à 115 plus 113 plus 114 plus 117 divisé par 4, ce qui nous donne 115. Le pixel en haut à droite vaudra 100 plus 150 plus 102 plus 100 divisé par 4, ce qui nous donne 113, etc. etc. Et donc là, tout ce que l'on fait, c'est additionner des images qui appartiennent à une même vidéo, diviser le résultat de l'addition par le nombre d'images, et ça nous donne une nouvelle image, où les pixels, là, valent la valeur moyenne que le pixel à la même position valait au cours de la vidéo. Alors qu'est-ce que ça donne comme résultat? En fait, ça donne un très bon résultat. Voilà ce que ça donne. Alors à gauche, on voit que les voitures ont disparu et on peut apprécier le goudron de la route. Par contre, c'est aussi important de montrer ça, la méthode a ses défauts. Ici, on voit que à droite, comme le trafic est un peu plus embouteillé à droite, les voitures bougent beaucoup moins, elles laissent une trace fantôme ici sur l'image. Donc c'est une méthode qui marchera quand les voitures défilent, mais quand les voitures stationnent, ne bougent pas, la méthode marchera beaucoup moins. Alors ici, j'ai malheureusement pas mis le slide, mais on peut interroger les étudiants sur est-ce que la moyenne est une bonne méthode, est-ce qu'il y a mieux que la moyenne? Et effectivement, il y a mieux que la moyenne. Alors, j'ai plus le slide qui montre l'application, mais on peut tout à fait comprendre ce qui se passe ici. En fait, on voit ici que dans cette image, si on regarde le pixel en haut à droite, on a le pixel 100, 150, 102, 100, et la valeur moyenne c'est 113. On crée une image où apparaît un pixel avec une valeur qui n'est jamais apparue dans aucune de nos images. Parce qu'on voit qu'en haut à droite, dans notre image résultat, on a la valeur 113, or aucun de nos pixels ne valait 113. On avait un pixel à 100, à 150, un autre à 102, un autre à 100. Pareil pour le pixel en bas à droite. On n'avait jamais de pixel en bas à droite à la valeur 89. Et en fait, la moyenne va inventer, entre guillemets, des valeurs qui n'existent pas dans aucune de nos images. Alors ici, ça ne se voit pas, malheureusement, mais en fait, on voit que le petit papier ici n'existe pas. Malheureusement, sur la séquence vidéo que je vous ai montrée, vous ne le voyez pas, mais en fait, cette petite tache ici, elle n'existe pas. C'est un papier qui, à un moment donné, s'envole dans l'image. Alors, ça n'a pas une grande importance, mais dans la vidéo, on voit que ce papier est soit bien blanc, soit disparu. Avec la moyenne, ce papier maintenant apparaît gris. Alors, je vais regarder s'il apparaît dans la séquence vidéo. Voilà, on le voit dans la séquence vidéo ici. Le papier, il est là, et il est bien blanc. Un peu plus tard, mais malheureusement, je ne crois pas qu'on le voit dans la séquence vidéo que je montre, il s'envole. Et c'est pour ça qu'après, quand on fait la moyenne sur toutes les images, on voit une tache grise, presque de la couleur du goudron, qui pourrait nous faire penser que c'est un défaut du goudron, ou une couche supplémentaire du goudron. Or non, c'est un papier qui a disparu. Donc c'est pour ça que là, on peut les interpeller et leur demander est-ce que la moyenne c'est une bonne idée? La réponse est non, puisque ça invente des valeurs. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre que la moyenne? Et en fait, la réponse c'est la médiane. La médiane est mieux, elle est un peu plus compliquée à mettre en place, puisqu'il faut trier les valeurs de chaque pixel dans l'ordre croissant et prendre la valeur du milieu. Mais le résultat visuel obtenu avec la médiane sera meilleur que le résultat visuel obtenu avec la moyenne, puisque la médiane, elle, n'invente pas de nouvelles valeurs, elle prend une valeur existante dans l'image
pour la placer sur un pixel donné. Voilà. La prochaine application va donc être normalement l'analyse de trafic routier et d'embouteillage. Alors l'analyse de trafic routier et la détection d'embouteillage, c'est une suite naturelle du problème vu précédemment avec les moyennes. Donc ici, on veut simplement savoir, toujours sur les mêmes vidéos que celles sur lesquelles on a travaillé précédemment, si le trafic est plutôt dense ou il est plutôt fluide. Alors regardons un petit peu ce qui se passe au niveau des pixels, dans un cas où le trafic est dense et un cas où le trafic est fluide. Alors le trafic est fluide dans la vidéo en haut, il est dense dans la vidéo en bas, et regardons donc pour un même pixel les valeurs. Donc quand le trafic est encore fluide, on voit naturellement donc beaucoup de valeurs goudron du pixel et quelques augmentations ou diminutions de valeur de pixels dues au passage des voitures. Quand le trafic est plus dense, eh bien, les voitures étant naturellement plus proches les unes des autres, on voit moins souvent la valeur goudron et on voit beaucoup plus de diminution ou d'augmentation de la valeur du pixel. Donc là, il faut interroger les étudiants sur est-ce que déjà pour eux les deux courbes présentées ici sont bien différentes. En général, tout le monde est bien d'accord pour dire que oui, les deux courbes sont différentes. Certaines, on voit les valeurs des pixels, d'autres, on voit la valeur goudron du pixel, d'autres, on ne voit pas vraiment la valeur goudron du pixel. Mais maintenant, eh bien, il faut leur demander de modéliser mathématiquement cela. Comment faire pour caractériser pour caractériser donc le fait que ici on voit beaucoup de goudron et un petit peu de passage de voiture, et ici on voit beaucoup de passage de voiture. Donc il y a différentes façons de les amener à la réponse. On peut les faire réfléchir à imaginons qu'on connaisse la valeur de la moyenne, donc la valeur goudron du pixel, qu'est-ce que l'on peut regarder? Donc naturellement là les étudiants peuvent commencer à dire on peut regarder les écarts à la valeur goudron. Donc si on fait simplement les écarts à la valeur goudron et qu'on somme ces écarts, on trouvera en fait 0. Donc ça ne va pas marcher. Mais par contre, on peut commencer à leur dire, puisque effectivement, quand une voiture a une valeur plus faible que la valeur goudron, elle va apporter une contribution négative à cet écart, et quand elle a une valeur plus forte que la valeur goudron, elle va apporter une contribution positive, et que la somme de ces contributions va s'annuler. On peut à ce moment-là commencer à leur faire réfléchir. Certains vont proposer peut-être de mettre une valeur absolue dans les écarts, ce qui est une très bonne idée. Et puis finalement, on leur proposera d'utiliser une autre fonction qui est dérivable, plus agréable à utiliser qu'une valeur absolue et qui fait le même effet, c'est la fonction carré. Et donc naturellement comme ça, ils mettent en place la variance. Donc ça c'est pour les étudiants qui n'ont pas encore vu la variance. Ils peuvent être capables de trouver avec ce genre d'exemple eux-mêmes la formule de la variance et comprendre un petit peu à quoi ça sert. Alors pour ceux qui connaissent déjà la variance, pour ceux qui connaissent déjà la variance, il faut essayer de les mettre sur la voie de la variance, etc. Et pour ça, on peut leur demander, on peut leur montrer simplement un exemple avec des notes. Donc ici, c'est 2 classes avec 7 étudiants en tout dans chacune des 2 classes. Et on montre les valeurs obtenues par les étudiants à un même examen. On se rend compte que dans les 2 cas, la moyenne dans les 2 classes à l'examen est de 10, mais on se rend vite compte que dans une classe, tout le monde est assez resserré autour de la moyenne, donc finalement les élèves ont tous un niveau assez proche, alors que dans l'autre classe, il y a des très bonnes et des très mauvaises notes, donc il y a un niveau beaucoup plus disparate. Et donc ça varie beaucoup plus, et c'est là où peut-être que certains étudiants qui ont déjà vu ça pourront penser au mot-clé de variance. Et effectivement, ici, si l'on mesure la variance des notes de la première classe, on trouve une variance de 18, la variance des notes de la seconde classe, on trouve une variance de 258. Et donc c'est ce que l'on va faire ici. On va calculer pour chaque pixel sa variance au cours du temps. Dans le cas où le trafic est fluide, eh bien la variance du pixel qui nous intéressait vaut 2992.
Dans le cas où le trafic est plus embouteillé, la variance vaut 4772. Et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une image où la valeur de chaque pixel sera remplacée non pas par sa valeur moyenne, mais cette fois-ci par sa valeur de variance. Alors on va voir quelque chose de complètement différent apparaître. On va voir ce genre d'image apparaître. Alors ces images montrent dans les zones noires les pixels qui ne varient absolument pas, donc les pixels qui sont parfaitement fixes, et dans les zones blanches, les pixels qui varient plus ou moins. Et naturellement, eh bien, cette image fait apparaître les voies de circulation du périphérique. Alors, quand le trafic est fluide, on voit quand on fait la moyenne des pixels de cette image de variance, on trouve une valeur de 931. Quand on fait la moyenne des pixels de cette image de variance où le trafic est plus dense, on trouve une valeur moyenne de 1220. Alors on voit ici une zone beaucoup plus claire que le reste. Si mes souvenirs sont bons, je vais tout de même vérifier, cette zone beaucoup plus claire, c'est... non, je ne l'explique pas, on dirait l'entrée... ah oui, c'est juste avant l'entrée du tunnel, oui. Donc ça doit être à cause des ombres portées ou peut-être du vent qui fait que cette zone s'éclaircit beaucoup. Bon. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette zone finalement. Néanmoins, on voit qu'en calculant la variance des pixels de la vidéo, on peut se rendre compte, est-ce que la vidéo montre beaucoup de variations par rapport à la valeur moyenne ou pas. Et finalement, on peut comme ça quantifier s'il y a ou pas un embouteillage dans la vidéo de façon automatique. Donc ce que l'on dira, c'est qu'une fois qu'on a trouvé ses limites, si on prend une nouvelle vidéo et qu'on calcule sa variance et qu'on trouve une variance moyenne dans l'image de 1457, eh bien on pourra dire que le trafic est dense. Et si on prend une autre vidéo qu'on trouve une valeur de variance de 741, on pourra dire que le trafic est fluide. Voilà. Autre chose, non, en fait c'est, excusez-moi, tout est correct. Donc en conclusion ici, on pourra montrer un petit peu que l'ordinateur pourra comme ça un peu rassurer les étudiants sur l'intelligence artificielle, sur je dirais la force des ordinateurs en termes d'IA, etc. On peut les rassurer que finalement la machine ne comprend pas ce qu'est une voiture, elle ne comprend pas ce qu'est une route, elle ne comprend pas ce qu'est un embouteillage. Tout ce qu'elle fait, la machine, c'est faire un calcul qu'on lui donne à faire et que l'intelligence, elle ne réside pas du côté de la machine, mais du côté du concepteur du programme, c'est-à-dire du programmeur. Il n'y a donc pas tellement de panique à avoir sur les machines qui font des choses des fois assez extraordinaires finalement. Ce ne sont pas les machines qui font des choses extraordinaires, ce sont les mathématiques derrière qui sont très performantes et qui permettent de faire des choses extraordinaires. On peut aussi conclure sur le fait que Google ou d'autres prestataires comme Apple ont une solution plus performante pour détecter les embouteillages. Ils analysent la position en temps réel de tous les téléphones connectés à Android ou iOS pour Apple, et ils en déduisent à peu près la vitesse de déplacement des voitures à un certain endroit d'une carte, et ils en déduisent si le trafic est perturbé ou non. Voilà pour cette partie d'analyse de trafic routier. Alors, avant de passer à la partie détecter des objets, je me rappelle ce dont je voulais parler pour la variance, puisque on peut encore une fois critiquer cette méthode. La variance, et c'est aussi une bonne occasion de faire réagir les étudiants sur un programme, sur quelque chose, sur une théorie, que finalement, il y a toujours des fois des champs d'application qui échappent à un algorithme. Alors ici, le problème qui va se poser, c'est évidemment quand le trafic est tellement dense que les voitures ne bougent plus. Comme les voitures ne bougent plus, la variance, alors évidemment, la variance, il faut la calculer par rapport à une certaine moyenne. Tout dépend de la moyenne qu'on choisit. Est-ce qu'on prend comme moyenne de référence la valeur goudron des pixels qui aurait été mesurée
à un certain instant de la journée, ou est-ce qu'il faut prendre la valeur moyenne des pixels des 10 minutes précédentes et des 10 minutes suivantes, quelque chose comme ça. En tout cas, si les voitures ne bougent pas et que l'on s'amuse à prendre comme moyenne une moyenne qui a été calculée sur les dernières images de la vidéo, eh bien on trouvera une variance nulle puisque les voitures ne bougent absolument pas. Et donc on risquerait à ce moment-là de penser que il n'y a pas d'embouteillage, alors que oui, il y a un énorme embouteillage, les voitures ne bougent plus. Prendre une moyenne précalculée, c'est-à-dire une moyenne de valeur goudron précalculée, c'est tout de même dangereux, puisque cette moyenne, elle dépend des conditions d'éclairage de la scène à l'instant du calcul. Si on a par exemple une moyenne qui a été calculée sur une route qui était très ensoleillée, et que quand on regarde qu'on fait notre analyse de trafic d'embouteillage, et qu'on utilise pour calculer comme la variance, on utilise comme moyenne de référence cette moyenne précalculée, alors que la scène que l'on a est une scène prise un jour où il fait plutôt gris et que le soleil est voilé, eh bien la moyenne n'aura pas grand-chose à voir avec la véritable valeur goudron des pixels. Et on risquerait d'avoir des résultats faux. Donc dans les deux cas, moyenne de référence ou une moyenne calculée dynamiquement, c'est-à-dire sur les dernières images de la vidéo, on a toujours des faiblesses de la méthode que l'on peut détecter. Alors donc, si on fait un résumé, là on a vu comment utiliser moyenne et variance pour faire des applications plutôt rigolotes sur retirer des éléments en mouvement d'une séquence vidéo pour en générer une image dénuée d'éléments dynamiques. On a vu comment utiliser la variance pour extraire une information un peu plus haut niveau sur la vidéo qui est l'histoire d'embouteillage. Alors ça c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire en allant sur un pont de périphérique avec votre appareil photo, un trépied, puisqu'il ne faut pas que ça bouge. Vous filmez les voitures qui passent, vous attendez un ralentissement, ça arrive souvent sur le périphérique, et comme ça vous pouvez proposer aux étudiants de travailler sur vos propres images vidéo. Vous pouvez travailler sur des images couleurs ou vous pouvez travailler sur des images noir et blanc, donc en convertissant la vidéo en noir et blanc. Alors ici, on va voir une autre application qui est donc comment détecter des objets précis dans une image. Alors on imagine par exemple cette image avec une jolie fleur très blanche, prise sur un petit étang avec des nénuphars, et ce que l'on veut c'est extraire avec précision les contours de la fleur, donc être capable de dire quels sont les pixels qui sont de la fleur et les pixels qui n'appartiennent pas à la fleur, pour ensuite pouvoir faire ce genre, un travail de segmentation, c'est-à-dire extraire précisément le contour de la fleur, tout comme on a vu pour les effets spéciaux au cinéma, eh bien, on a besoin d'extraire avec précision les contours des acteurs qui jouent sur fond vert. Alors, pour ce travail, déjà, en général, même si le niveau de ce travail peut correspondre à des collégiens, tout comme des lycéens, pour comprendre de façon vraiment profonde ce qui se passe et pour trouver les éléments mathématiques intéressants, en général, il faut s'adresser à un public de lycéens, voire des terminales, pour comprendre vraiment ce qui se passe. Alors, la question finalement, c'est dans une image, qu'est-ce qu'un objet? Qu'est-ce qu'un contour et qu'est-ce qu'un objet? Alors, si on prend une image plus simple, comme par exemple un simple 0 noir sur fond blanc, il faut faire réagir les étudiants à qu'est-ce qui permet de dire qu'un pixel est dans le 0 et qu'un pixel est dans le fond. Ils vont tout de suite se baser sur la couleur, mais il faut essayer de les faire réagir sur autre chose. Qu'est-ce qui fait que le 0, c'est cet ensemble de pixels? Qu'est-ce qui crée l'objet? Qu'est-ce qui définit l'objet? Et donc en fait, ce qui définit un objet, c'est un ensemble de pixels avec une couleur similaire ou très proche et qui sont les uns à côté des autres, donc voisins les uns des autres. C'est ça qui définit un objet, c'est des aplats de couleurs dans une image. Ici, on veut trouver donc les bords des objets. Donc les moments où on passe d'un aplat de couleurs à un autre aplat de couleurs. Si on imagine finalement juste une ligne de l'image, on prend juste une ligne de l'image et on trace les valeurs des pixels.
En fait, si on imagine que c'est un relief topographique, eh bien on voit les contours de l'objet, ce sont les zones où l'on passe d'une valeur de plateau à un autre plateau. Donc si on imagine que ça c'est un relief, on passe les contours qui sont là, ce sont les moments où on passe d'un plateau à un autre plateau. Et les plateaux représentent les objets. Donc le plateau central représente la partie blanche au centre du haut ou du 0. Ici, ces deux parties représentent le 0 en lui-même, etc., etc. Alors, quel outil permet de faire ressortir des valeurs importantes au niveau des contours? Ou si l'on veut, quel outil permet d'avoir des valeurs importantes quand on passe d'un plateau à un autre? Alors, en fait, on va utiliser la dérivée. Effectivement, la dérivée, ça va nous permettre de calculer dans une fonction le moment où la fonction passe d'une valeur à une autre. Et plus elle passe vite à cette autre valeur, et plus la dérivée est importante. Donc prenons un exemple pour vérifier si notre idée fonctionne. Imaginons que l'on ait ce genre d'objet, donc une fonction en fait, ici c'est une sinusoïde, et en rouge, on indique les bords, donc les transitions entre les zones claires et les zones sombres. Donc en rouge, ce sont les zones grises qui représentent la transition entre une zone claire et une zone sombre. Donc voilà la sinusoïde que l'on a, c'est d'ailleurs plus un cosinus, puisqu'en 0, elle semble ne pas valoir 0. Et on transpose, donc c'est ici les contours de l'objet, le moment où on passe vraiment d'une zone claire à une zone sombre. Alors f de x, qu'on a tracé en haut, vaut 125, facteur de cos de x sur 20 plus 1. Si on calcule f' de x, on trouve moins 125 sur 20 fois sinus de x sur 20. Et si on trace maintenant f' de x, sur le même graphique, eh bien on voit que f' de x va valoir une valeur importante, soit très basse, soit très haute, pile à l'endroit où f de x fait sa transition qui nous intéresse entre une zone sombre et une zone claire. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on ne va pas mettre f' de x, on va redresser ça avec une valeur absolue, on pourrait aussi faire un carré, et on obtient donc, en prenant la dérivée, on obtient bien une fonction qui nous permet d'extraire les contours d'un objet. Mais là, le problème, c'est qu'on a travaillé dans l'espace des fonctions. Donc, il faudra que notre objet, on puisse le décrire comme une fonction mathématique pour ensuite calculer sa dérivée, à moins que l'on ait un moyen d'approximer la dérivée de façon numérique. Alors, oui, en fait, on a un moyen de calculer, d'approximer une dérivée sur une image, sur une fonction mathématique, en plusieurs dimensions même. Donc on peut, cette méthode de calcul s'approxime très bien, enfin se généralise très bien à toutes les dimensions. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un point x, n'importe lequel, et on va regarder l'intervalle x-1, x et x plus 1. Alors là, comme on est en nombre entier, qu'on est avec des pixels, et qu'il y a soit un pixel en x, soit en x-1, soit en x plus 1, mais il n'y a pas de pixel en x-0,5, ça nous amène toujours au même pixel x, eh bien, on n'a que 3 points à regarder finalement. Et ce que l'on va faire, c'est que, je suis parti dans le mauvais sens, on va approximer la dérivée par le maximum de f de x-1, f de x plus 1, alors on n'approxime non pas la dérivée, mais la valeur absolue de la dérivée, par le maximum des valeurs de la fonction sur l'intervalle x-1, x plus 1, moins le minimum, divisé par 2. Alors par exemple, en x égale 144, ici, on prendra le maximum entre f de 143, 144, 145, ce qui nous donnera f de 143, étant donné que la fonction est décroissante à cet endroit-là, moins le min de f143, f144, f145, ça nous fait f145, divisé par 2. Et on voit que ça nous approxime effectivement cette fameuse tangente, puisqu'on fait bien, on est bien en train de calculer la pente de la tangente en 144 en allant regarder le point 143, le point 145, on trace la droite et on regarde la pente. Donc on trouve à peu près 4,96 ici. Ce qui est important, c'est que si on trace le résultat qu'on a
si on le trace, donc cette formule qu'on la généralise pour tous les points et qu'on trace le résultat, on voit qu'on obtient quelque chose de très très similaire à ce qu'on avait à l'étape précédente en calculant directement la dérivée à partir de sa formule. Et ici, on trace la dérivée uniquement à partir de son expression, enfin de sa valeur numérique. Alors revenons à l'exemple précédent. Eh bien, l'exemple précédent, on va faire la même chose. On va, pour chaque pixel, regarder, alors si on prend juste une ligne, si on fait la même opération, on a tout de suite une fonction qui fait un pic pile à l'endroit des bords et qui sinon le reste du temps vaut 0. Alors pourquoi ça vaut 0 par exemple ici? Bien parce qu'on voit que f dans cette zone-là, elle est constante. Donc quand on va faire le min moins le max, on va trouver les mêmes valeurs, pardon, le max moins le min, on va trouver les mêmes valeurs et ça va s'annuler. Il n'y a que dans les endroits où la fonction change de valeur que quand on va regarder dans un petit intervalle autour d'un point de cet endroit où la fonction change de valeur, eh bien on va trouver dans l'intervalle autour de ce point, on va trouver une valeur très haute et une valeur très basse. Donc quand on va faire le max moins le min, on va trouver une valeur non nulle. Et donc quand on réalise cette opération de max moins min sur cette ligne-là de l'image, on voit bien qu'on arrive à faire ressortir, à faire des pics à l'endroit où on passait du fond à l'objet ou de l'objet au fond. Alors en 2D, on va faire comment? Eh bien en fait, on va prendre un point X, on va regarder pour chaque pixel, on va regarder tous ses voisins autour de lui. On peut les regarder dans un rayon plus ou moins grand, c'est-à-dire on peut soit regarder les 8 voisins autour, ou on peut regarder plus de voisins autour. On fait le max, le min, et on fait la différence. Donc ici, le 91, si on regarde la valeur max autour de 91, on a 197. On prend la valeur min, on trouve 25. Donc le résultat, ce sera 197 moins 25, ça vaut 172. Et là, je ne divise pas par 2, c'est pas nécessaire. La division par 2 me sert simplement à avoir quelque chose qui est normalement assez fidèle à ce que donnerait la dérivée en termes d'amplitude. Ici, on s'en fiche. On veut juste des valeurs, je dirais, relatives entre les points. Donc on n'a pas besoin de diviser par 2. Et donc on trouve 197 moins 25, c'est-à-dire 172. Si on fait cette opération sur l'image du 0, on obtient cela. Si on le fait sur une image de voiture, comme les voitures que l'on a vues précédemment, on obtient cela. Donc on voit qu'on a une image où ressortent les pixels qui sont situés à des bords, à des bords entre des zones de différentes couleurs. Et sur la fleur, on obtiendrait ça. Donc ça aussi, on va voir comment l'implémenter lors du TP. C'est pas non plus compliqué, c'est quelque chose qui donne des jolis résultats et qu'ensuite les étudiants peuvent faire tourner. Par exemple, ils peuvent faire allumer depuis Python leur caméra, prendre des images de la caméra et calculer le gradient automatiquement. Et en général, c'est assez rigolo. Voilà. Par contre, on n'a pas répondu à la question du chapitre qui était de savoir comment détecter un objet spécifique dans une image. Ici, on a fait apparaître tous les contours, mais on n'a pas encore réussi à faire apparaître que le contour de la fleur, ou dans le cas des effets spéciaux, que le contour de l'acteur qu'on souhaite extraire. Alors, pour extraire uniquement le contour de la fleur, eh bien, il va falloir demander de l'aide à l'utilisateur. L'algorithme qu'on va utiliser, qui est l'algorithme de ligne de partage des eaux, a besoin de deux informations. Il a besoin d'avoir un ou plusieurs pixels extérieurs à la fleur qui sont repérés, cliqués par l'utilisateur, et un ou plusieurs pixels à l'intérieur de la fleur qui soient aussi repérés par l'utilisateur. Donc imaginons que l'utilisateur clique ces deux points pour dire la fleur est là et pour dire la fleur n'est pas là. Ensuite, que va-t-il se passer? Alors ensuite, on va considérer la fleur non pas comme une image, l'image de contour de fleur non pas comme une image, mais comme un relief, un terrain virtuel. Donc, les pixels blancs sont des pixels avec une altitude très élevée. Les pixels sombres sont des pixels avec une altitude très basse. Donc maintenant, on imagine qu'on a plus affaire à une image, on imagine qu'on a affaire à un relief topographique.
comme celui-ci. Alors je le colorie, histoire que ce soit un petit peu plus joli à voir. Donc on voit ici les contours des nénuphars, on a mis des petits nuages pour faire joli. On voit ici donc les contours de la fleur. Les plaines ici représentent le lac avec quelques contours, donc quelques chaînes de montagnes qui sont les contours des nénuphars. On va insérer dans ce terrain virtuel des pompes à eau qui vont injecter de l'eau dans le terrain et provoquer une inondation. Une pompe à eau qui va être connectée à l'endroit du ou des premiers pixels cliqués par l'utilisateur pour spécifier où était la non-fleur. Et une pompe à eau qui va injecter de l'eau verte à l'endroit cliqué par l'utilisateur comme étant la fleur, donc qui va injecter de l'eau verte à l'endroit repéré par l'utilisateur comme étant le ou les pixels, des pixels appartenant à la fleur. Chaque pompe va injecter de l'eau colorée sur le terrain. Et les deux pompes vont donc chacune injecter sur le terrain de l'eau d'une différente couleur. Quand deux fronts d'eau de différentes couleurs se rencontrent, ils ne se mélangeront pas. Des lacs vont se former petit à petit, et voilà ce que l'on obtient. On a des lacs qui se forment, un grand lac vert et un grand lac bleu. Le grand lac vert reste au milieu dans la fleur, le grand lac bleu reste à l'extérieur de la fleur. Le niveau d'eau monte, 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 et au final, les deux lacs se rejoignent. Eh bien, les deux lacs se rejoignent à l'endroit précis du contour de la fleur. Alors pourquoi ça? En fait, quand on clique dans la fleur et quand on clique en dehors de la fleur, ce qu'on demande à l'algorithme quand on lui demande de chercher le contour, on lui demande de chercher en vérité la chaîne de montagne dans l'image de contour la plus haute qui sépare le pixel vert du pixel bleu. Et donc ce que fait l'inondation, en inondant dans tous les sens, etc., c'est de chercher la séquence de sommets de montagne la plus haute possible, qui sépare le point cliqué en dehors de la fleur du point cliqué à l'intérieur de la fleur. Et cette chaîne de montagne la plus haute séparante, c'est donc la chaîne de montagne, c'est donc le contour le plus brillant qui sépare la fleur de l'extérieur de la fleur. Le contour le plus brillant qui sépare la fleur de l'extérieur de la fleur, ça doit normalement être le contour de la fleur. Ce n'est pas tout le temps le cas, ça dépend de certains paramètres et du contraste de la fleur par rapport à son fond, mais ici, en tout cas, c'est le cas. Donc si on regarde de nouveau l'animation, voilà ce que l'on obtient. On inonde. Les deux lacs continuent d'inonder le terrain. Le niveau d'eau commence à monter et les deux fronts se rejoignent sur les sommets des plus hautes montagnes séparatrices de la fleur et du reste, donc les contours de la fleur. Ensuite, une fois que c'est terminé, on regarde les parties du terrain qui sont sous, entre guillemets, le lac vert. Et dans l'image, ces parties de terrain, on peut les isoler du reste. Et on obtient ainsi les contours de la fleur. Donc l'ordinateur, ici, sans savoir ce qu'était une fleur, il a réussi à détecter une fleur dans une image. C'est pas parce qu'il a une conscience, quoi que ce soit, de fleur, il a simplement fait les ordres qu'on lui a demandé, et c'est le programmeur et surtout l'inventeur de cet algorithme qui a compris un petit peu, qui a mis en place cette méthode. C'est de là que vient vraiment toute l'intelligence, et non pas de l'ordinateur, qui somme toute reste une grosse machine à calculer. Donc résumé de la méthode. La méthode propose de prendre une image et de calculer son image de contour avec le max moins le min, d'une image de marqueur, et à partir de l'image de contour, on considère, mais là il n'y a aucune transformation qui se fait vraiment, on considère avoir un terrain que l'on inonde, et à la fin, on récupère les pixels de la fleur des autres pixels. Alors pourquoi cet algorithme s'appelle la ligne de partage des eaux? C'est parce qu'en topographie, la ligne de partage des eaux, c'est précisément si jamais les différents océans et mers de la Terre venaient à monter de niveau, eh bien la ligne de partage des eaux, c'est la ligne à laquelle deux océans différents se rencontreraient.
Donc en France, il y a une ligne de partage des eaux séparant la Méditerranée de l'Atlantique et qui passe par un village qui s'appelle Sorbier et plus précisément par le toit de l'église de ce village, puisque d'après les calculs, eh bien, si une goutte d'eau de pluie venait à tomber d'un côté du toit et qu'elle pouvait rouler sans jamais être absorbée, rouler le long du terrain jusqu'à arriver à l'océan, elle tomberait dans l'Atlantique, et si elle tombait de l'autre côté du toit, elle tomberait dans la Méditerranée. Ou alors, on pourrait imaginer que si l'Atlantique et la Méditerranée venaient à déborder, eh bien, les deux fronts des deux océans, des mers, se rejoindraient au sommet de l'église de Sorbier. On peut très facilement étendre cette méthode sans rien changer avec plusieurs objets. Il suffit pour cela de cliquer au début, quand on doit marquer les objets, de cliquer plusieurs objets et de spécifier à l'ordinateur que chaque marqueur représente un objet différent. Dans ce cas-là, rien ne change. On continue à inonder avec des lacs de couleurs différentes. Évidemment, en informatique, on ne va pas mettre de la couleur, on met juste des valeurs qui se propagent dans un tableau. Et à la fin, on en déduira les contours des petites cellules de cette image. Alors l'algorithme, quel est-il? Alors cet exercice, il est intéressant d'un côté parce qu'il montre une application très pratique de la dérivée en image, alors qu'en général les étudiants pensent que la dérivée c'est purement l'utilisation en mathématiques. Certains ont réussi quand même à comprendre que ça permettait de caractériser quand est-ce que quelque chose augmentait ou diminuait. Mais une application pratique en dehors de je résous les exercices en mathématiques, les étudiants le voient moins souvent. Ici, même si on n'utilise pas directement la formule de la dérivée, on comprend à quoi sert la dérivée dans une image. Elle permet d'extraire les contours des objets et créer une image qu'on appelle une image de gradient. Maintenant, c'est aussi intéressant cet exercice parce que ensuite on peut demander aux étudiants, on peut donner l'algorithme du système qui fait l'inondation et leur demander de l'implémenter et voir à quel point les étudiants suivent à la lettre un algorithme ou vont commencer à prendre des libertés parce qu'ils ont leur idée et ne vont pas suivre les instructions. Alors ici l'algorithme est simple en fait. On imagine I comme l'image de gradient, donc celle où on a fait le max moins min. M1, c'est l'image qui rassemble tout, donc on aura mis à 1 ou à 255 tous les pixels à l'intérieur de l'objet. Et M2, c'est une image où seront à 1 ou 255 tous les pixels du fond, c'est-à-dire de l'extérieur de l'objet. Et LPE, c'est le résultat de notre image. Donc d'abord, on a une phase d'initialisation avec une liste. C'est une structure qui nous permet de rajouter des éléments et d'en retirer en même temps. On prend une liste vide. Pour chaque pixel de la première image, donc de l'image M1, donc pour chaque pixel étant un marqueur de l'objet, on rajoute ce pixel à l'ensemble L et on dit que LPE de X vaut 1. Donc LPE nous dira à la fin, pour chaque pixel, nous donnera une valeur soit 1, soit 2, selon que ça appartienne à l'objet ou au fond. On fait pareil pour M2, donc pour chaque pixel de M2, on rajoute le pixel à la liste et on met sa valeur dans l'image de résultat à 2. Et voilà le déroulement de l'algorithme, et c'est pas plus long que ça. Tant qu'il y a des éléments dans la liste, on prend l'élément de la liste qui est de valeur la plus basse possible, donc de valeur la plus basse possible dans l'image de gradient, donc qui a une valeur de gradient la plus basse possible parmi tous ceux qui sont dans L. Donc choisir x appartient à L, tel que i de x soit minimal pour tous les x de L. On retire de l'ensemble ce pixel x, et pour tous les pixels y qui sont voisins de x, c'est-à-dire qui sont directement à toucher x, ou alors qui sont dans un voisinage un peu plus étendu, tel que LPE de y vaut 0, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore reçu une étiquette, c'est-à-dire on ne sait pas s'ils appartiennent à l'objet ou à son complémentaire, eh bien, tous ces pixels-là, on va les rajouter, on va leur mettre la même valeur de ligne de partage des eaux, donc de résultat la même valeur que celle que possède x, et ensuite on va aussi
rajouter le voisin dont on a changé la valeur, on rajoute le voisin à l'ensemble N. Et c'est tout pour l'algorithme. Voilà, donc ici, on arrive à obtenir des choses plutôt rigolotes d'un point de vue visuel en utilisant des outils assez simples comme le min, le max, qui vont approximer la dérivée. En donnant à la machine une information partielle sur la nature de l'objet, où est son fond, on peut extraire les contours des objets qui nous intéressent. Dans cette dernière partie, je vais parler d'un autre problème qui est la quantification couleur, ou comment on peut réduire automatiquement le nombre de couleurs d'une image. Alors, réduire le nombre de couleurs d'une image est souvent nécessaire parce que l'on souhaite diminuer la taille mémoire que va occuper l'image sur l'ordinateur sans perdre vraiment l'information contenue dans l'image. Alors par exemple, cette image à gauche elle ne possède pas vraiment 16 millions de couleurs, mais elle aurait la capacité de pouvoir afficher 16 millions de différentes couleurs, puisque chaque couleur est représentée, le rouge est représenté par un nombre entre 0 et 255, le vert aussi, le bleu aussi, et finalement 256 fois 256 fois 256, ça nous donne pas loin de 16 millions. Ici, on a réduit par rapport à cette image le nombre de couleurs différentes à 128 couleurs. Donc dans cette image, il n'y a uniquement que 128 couleurs et on voit déjà très peu de différence. On voit la différence apparaître sur le fond, où on voit le gradient d'éclairage un peu plus franc, on voit des stries apparaître. Cette image n'a que 32 couleurs et étonnamment, on devine immédiatement que c'est un perroquet. On retrouve toujours une dynamique de couleurs dans le pelage de la tête, un peu moins sur le pelage du corps rouge. Et enfin, cette image possède en tout uniquement 8 couleurs. Donc là, on voit tout de suite la différence, mais on continue à deviner que c'est un perroquet. La question, c'est comment faire cette diminution de couleurs, alors que l'ordinateur ne comprend pas que c'est un perroquet, il ne comprend pas quelles sont les zones importantes. Alors en fait, comme on avait dit précédemment, chaque pixel d'une image couleur possède 3 valeurs. Une valeur de rouge, de vert, de bleu. Donc on va pouvoir projeter chacune des valeurs, chacun des pixels, dans un espace à 3 dimensions. Sur l'abscisse, on représentera la quantité de rouge, sur l'ordonnée, on représentera la quantité de vert, et sur l'altitude, on représentera la quantité de bleu. Donc pour exposer ça aux étudiants, il faut tout de même qu'ils soient à un niveau à peu près lissé, qu'ils soient confortables sur la représentation en graphe, et donc là, ils vont pouvoir faire un graphe 3D. Alors, voilà ce que l'on obtient si l'on fait ce genre de représentation. Donc c'est faisable avec un logiciel qui s'appelle Imagy. On peut faire des histogrammes couleurs qui nous donnent ensuite ce genre de cube. Donc on voit ici apparaître tout de suite, donc chaque point représente un pixel, et en plus on le colorie de sa couleur originelle. Donc on voit ici les pixels de la tête apparaître, les pixels du corps, les pixels de l'arrière de la tête, et sur cette diagonale, tous les pixels gris, les yeux, etc. Alors maintenant, donc ici, on voit, comme je disais, tout apparaître. Donc la représentation d'histogramme conserve une information, c'est celle qui nous donne les groupes de pixels de couleurs proches. Cependant, évidemment, on perd toute l'information de cohésion et de cohérence spatiale des pixels, puisqu'on a perdu la position de chaque pixel dans l'image d'origine. Cependant, cette représentation va nous permettre de voir des groupes de pixels apparaître et nous dire quelles sont les couleurs que l'on pourrait réduire. En effet, on voit un énorme groupe de pixels rouges ici, on voit un grand groupe de pixels bleus. On peut se dire donc que l'on pourrait prendre tous les pixels de cette zone-là et les réduire à une seule et même couleur. Et prendre tous les pixels de cette zone-là et les réduire à une seule et même couleur. Alors, comment on va faire ça ? Pour faire ça, on va utiliser l'algorithme des K-means. C'est un algorithme dit d'apprentissage non supervisé. Ça fait donc partie des algorithmes dits de machine learning. C'est un des algorithmes de base de ce domaine qui est utilisé ensuite comme algorithme intermédiaire dans des algorithmes plus complexes comme les réseaux de neurones, etc. Alors, pour expliquer les K-means, on va se ramener à un plan 2D. Imaginons qu'on est donc dans ce plan 2D, on est tous ces points,
en bleu, et on veut les réduire en 3 groupes. Donc l'algorithme des k-means, le paramètre k de l'algorithme, est justement le nombre de groupes que l'on souhaite constituer, et il faut le spécifier à l'ordinateur. Donc on spécifie ici que l'on veut faire 3 groupes, et donc il va falloir que l'ordinateur fasse automatiquement 3 groupes. Alors évidemment, la chose intéressante, c'est de demander d'abord aux étudiants quels sont les 3 groupes qu'ils feraient. Alors d'abord, on peut leur demander combien y a-t-il de groupes dans cette image. Naturellement, les étudiants vont soit répondre 3, soit 4, puisque ce pixel paraît un petit peu lointain des 3 autres pixels ici, et certains étudiants ont tendance à voir ça comme un pixel seul dans son propre groupe. La question qu'il faut leur poser pour les faire réfléchir, c'est finalement pourquoi ne pas voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 groupes, et que chaque pixel pourrait être dans son propre groupe. Pourquoi pas 11 groupes? Pourquoi pas un groupe? Pourquoi voit-on 3 groupes? C'est finalement en se posant la question sur combien voit-on de groupes qu'on va commencer à comprendre ce qu'est un groupe. Et la réponse qui arrive souvent naturellement, c'est que finalement, un groupe, c'est des pixels qui sont proches les uns des autres par rapport au reste des pixels. Et donc tout va se jouer sur une notion de distance entre les pixels. Et ça va être ça le cœur de l'algorithme. Alors pour faire l'algorithme, on place k points, qu'on appelle des graines, donc ici 3 points rouges, qu'on appelle des graines, au hasard dans le plan. Ensuite, on calcule la distance euclidienne entre chaque point rouge et chaque point bleu. Et on va relier chaque point rouge, on va relier chaque point bleu au point rouge qui lui est le plus proche. Donc par exemple, ce pixel va se relier à ce point rouge. Par contre, ce point bleu va se relier à ce point rouge. Donc, on relie chaque point bleu de l'image à la graine qui lui est la plus proche. Une fois qu'on a fait ça, on imagine, donc c'est un calcul de distance. Donc il faut faire une différence entre les ordonnées, les abscisses, la mettre au carré, et faire des comparaisons. Tout ça, ça fait partie des opérations de base qu'on a déjà vues précédemment, c'est-à-dire des additions, des multiplications et des comparaisons. Ensuite, on va imaginer que chaque pixel, chaque petit lien qu'on a dessiné en gris est comme une corde et que chaque point bleu tire vers lui le point rouge et qu'on va déplacer légèrement les points rouges dans la direction où ils sont tirés. Donc, par exemple, ce point rouge va plutôt partir vers le haut puisqu'il est plus tiré vers le haut que vers le bas droite. Ce point rouge va plutôt partir vers la droite, puisqu'il est plus tiré vers la droite que vers la gauche. Et ce point rouge, par contre, va venir vers le point bleu qui le tire, qui est le seul à le tirer. Donc en fait, ça, c'est un calcul de moyenne de position. Ce qui se passe, c'est qu'on va calculer le barycentre, c'est-à-dire la moyenne des positions des points bleus reliés à un même point rouge, et on va déplacer le pixel rouge vers les pixels bleus, vers la moyenne des positions des pixels bleus qui lui sont le plus proches. Donc chaque pixel rouge se déplace vers le barycentre des positions des pixels bleus qui lui sont le plus proches, et ensuite on recommence. On relie les points bleus aux points rouges qui leur sont les plus proches. Donc comme les points rouges, les graines se sont déplacées, maintenant ce ne sont plus forcément les mêmes qui se relient, les mêmes points bleus qui se relient aux mêmes points rouges. On refait les liaisons, on refait les calculs de barycentre et on fait le déplacement. Et on continue à itérer ça jusqu'à ce que les points rouges ne bougent plus beaucoup. Une fois que les points rouges ne bougent plus beaucoup, on relie une toute dernière fois les points bleus aux points rouges qui leur sont les plus proches, aux points rouges qui lui sont le plus proches. Donc on fait ça pour chaque point bleu. Et les points bleus reliés à un même point rouge font partie d'un même groupe. Alors ce qui est amusant, c'est que cet algorithme peut s'expliquer avec autre chose qu'une image. On peut imaginer cet algorithme comme étant un algorithme de recommandation, c'est-à-dire un algorithme, par exemple, les algorithmes utilisés par Netflix, pour vous proposer le prochain film que vous pourriez aimer. Chaque point bleu représente un utilisateur du service Netflix. Chaque axe représente le score que l'utilisateur aurait donné à un ou plusieurs films de référence. Imaginons qu'on ait 2 films de référence, film 1 en abscisse, film 2 en ordonnée.
Et donc, on voit que par exemple, cet utilisateur a beaucoup aimé le film 2, mais n'a pas beaucoup aimé le film 1. Alors que cet utilisateur a bien aimé le film 1 ainsi que le film 2. L'algorithme des K-means permet de regrouper les utilisateurs par groupe, c'est-à-dire par goût similaire. Et finalement, quand Netflix, alors maintenant Netflix utilise des algorithmes bien plus complexes que celui-là, mais avant, on peut imaginer que Netflix, s'il souhaite vous recommander un film, il va simplement regarder dans quel groupe vous êtes par rapport au film de référence que vous auriez vu, et selon le groupe où vous êtes, il va regarder les personnes du même groupe qui sont les plus proches de vous, ça veut dire que ce seraient les personnes qui auraient le même goût que vous sur les films de référence, et ils vont regarder les films que ces personnes ont regardés et que vous n'avez pas encore regardés. Voilà comment, en gros, un algorithme de recommandation fonctionne. En tout cas ici, donc, on a utilisé des calculs de moyenne, des calculs de distance, donc des choses assez basiques, et on a fait des groupes. Et on va pouvoir faire des groupes avec des paramètres K que l'on fixera selon le nombre de couleurs qu'on veut dans l'image. Donc par exemple ici, on a fait des groupes de pixels sur le graphe 3D de tous les pixels répartis selon leur couleur. Donc sur ce graphe, on a fait 8 groupes. Donc l'algorithme a été placé 8 graines, les a déplacées selon la densité des pixels. Et à la fin, on obtient 8 graines. Et de cette image, on va remplacer la couleur de chaque pixel par la couleur de la graine qui lui est la plus proche, et on obtient cette image. Donc sans comprendre vraiment ce qu'il faisait, l'algorithme a réduit le nombre de couleurs de façon entre guillemets intelligente. Il n'a pas compris quels étaient les aspects importants du perroquet, mais en fait, il a été convergé pour conserver les couleurs les plus denses, les plus représentées dans l'image. Et voilà comment on diminue le nombre de couleurs d'une image. Donc pour finir, en conclusion, pour résoudre un problème lié aux images, il faut d'abord modéliser la question en termes mathématiques et faire résoudre les problèmes, les équations ou la méthode mathématique par l'ordinateur. Donc l'ordinateur est là pour faire le calcul, mais la réflexion se trouve toujours du côté humain. Et la modélisation mathématique doit essayer de rester le plus simple possible pour être facilement maîtrisable et calculable par l'ordinateur. Ici, on a vu des moyennes, des variances ou des médianes, des mines et des max ou des dérivés, des algorithmes de propagation, c'est un petit peu plus complexe, ou ici des calculs de distance et des comparaisons. Donc, finalement, l'ordinateur ne comprend pas vraiment le contenu d'une image, hein, il faut bien insister là-dessus, il n'a pas une compréhension vraiment de ce qu'il voit dans une image, il applique des équations, et ce qui lui permet de donner l'impression qu'il comprend ce qu'il y a dans une image. On a l'impression qu'il est intelligent, d'où le terme d'intelligence artificielle, puisqu'on a l'impression, puisqu'il recopie finalement l'intelligence humaine, mais sans vraiment la contrôler. Il ne fait que recopier le comportement humain. Voilà. Des mathématiques plus complexes, avec des capacités de calcul plus importantes sur les machines, permettent de faire des choses plus importantes, plus intéressantes, je dirais, et plus complexes sur les machines, mais sans finalement un bon programmeur pour éduquer ces machines, pour les programmer, il ne reste que des coquilles vides, c'est-à-dire des machines à calculer. Je vous remercie pour votre attention. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, soit à les mettre en commentaire de cette vidéo, ou bien à m'envoyer un email.